Bonjour Charlène Descolonges, vous êtes hydrologue, merci d'être dans ce studio. On va essayer de comprendre avec vous. Habituellement, quand on vous invite, c'est toujours pour parler de la sécheresse, mais alors là, honnêtement, c'est exactement l'inverse. On n'a jamais eu autant de pluie depuis 20 ans. 20 maisons inondées ce matin, ça se passe en Seine-et-Marne, où il est tombé 6 semaines de pluie en 48 heures, les dernières 48 heures. Pic de crue en Seine-et-Marne sur la rivière du Grand Morin, le niveau de la rivière qui dépasse les 3 mètres. On est au-dessus des records de 2001. On va revenir aussi sur le niveau de pluie sur la région parisienne. Honnêtement, là, on est dans un moment record. On n'est pas encore dans un moment record dans l'étendue de ces inondations qui, là, concernent que le Grand Morin. On a d'autres départements en vigilance jaune, orange. Effectivement, c'est un événement qu'on peut dire classique à cette période de l'année, puisque c'est l'automne. On a les phénomènes de pluie qui nous arrivent des Caraïbes, cette rivière atmosphérique qui amène toute cette humidité dans l'air et qui précipite sur l'Europe. Donc c'est quelque chose d'assez normal. Par contre, ce qui est anormal, c'est l'humidité des sols qui est extrêmement excessive et les nappes qui sont très hautes et donc qui empêchent l'eau de pluie de s'infiltrer dans les sols. Donc en fait, le sol est saturé. Le sol est saturé, tout ce qui va tomber va ruisseler et s'engouffrer dans les rivières. Et il est saturé parce que ça fait un bon bout de temps qu'il pleut. Et on s'en rend évidemment tous compte chaque matin. Cette pluie qui est incessante. 30% de plus de pluie par rapport à la même période l'an dernier. Est-ce que 2024 est en train de devenir une des années les plus humides de ces 20 dernières années? Alors on ne peut pas le dire encore, mais c'est vrai que on peut le penser. Et c'est assez fou de se dire que 2022-2023, année très sèche, et 2024, complètement l'inverse. On a des records absolus en termes de crues, de hauteur de pluie abattue en l'espace de quelques heures. Là, c'est vraiment les premières manifestations, encore une fois, du changement climatique qui se manifestent par des extrêmes de sécheresse et de pluie intense. Pourquoi? Pourquoi ces sols gorgés d'eau? Pourquoi soudain ces deux phénomènes? Alors, c'est vraiment une manifestation du changement climatique. Pour chaque degré de réchauffement supplémentaire, on a 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Et donc, cette humidité dans l'air va se répartir différemment dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et ça, on le sait. Alors, le pourtour méditerranéen va devenir un hotspot du réchauffement, va s'assécher, tandis que le nord de l'Europe, lui, va recevoir un peu plus de pluie à l'année. Mais en plus de ça, ces précipitations vont se concentrer dans le temps. On va avoir plus de précipitations intenses autour de l'hiver, en particulier chez nous, et des longues périodes de sécheresse qui vont s'étendre de l'été jusqu'à l'automne. Et il y a deux conséquences et deux questions très pratiques pour les Français. La question du fonctionnement des alertes météo et la question de l'artificialisation des sols. Je voudrais qu'on commence avec cette question-là. Elle s'est posée en tout début de semaine à Cannes. On a vu ces images très impressionnantes du centre-ville de Cannes où l'eau a ruisselé comme une véritable rivière. Certaines voitures qui se retrouvaient carrément à glisser dans les rues. Et une polémique entre la nouvelle ministre de la Transition écologique et le maire de la ville, David Lisnard. La ministre qui a estimé que les inondations dans la ville en début de semaine ont pu être causées par l'imperméabilisation des sols. Elle s'est ensuite excusée auprès du auprès du maire de Cannes. Qui dit vrai? Alors, l'artificialisation des sols est un facteur aggravant du risque. Effectivement, plus on a des sols imperméabilisés, moins la goutte de pluie va pouvoir s'infiltrer et être retenue dans le sol. En revanche, ça reste quand même un épisode méditerranéen assez exceptionnel et donc qui aurait pu être anticipé peut-être davantage par des alertes Météo France. Mais il faut bien avoir conscience que ce type d'événement reste assez difficile à prévoir. Hein. Les modèles, même s'ils sont ils sont bien faits, assez précis, on a quand même du mal aujourd'hui à prévoir à 1 ou 2 jours. Or, ces événements, ils arrivent très très rapidement. Difficile à prévoir et ça corrobore aussi le témoignage qu'on a eu tout à l'heure de Serge. Serge, il nous a appelé précisément de Seine-et-Marne. Alors, au moment où on se parle, il n'a pas les pieds dans l'eau, mais lors des intempéries d'août dernier, son garage, là où il stocke ses 4 voitures, il est patron d'une entreprise de transport ambulancier, a tout d'un coup été complètement gorgé d'eau. Il a 2 ambulances qui sont fichues et ça n'est que le système électrique de son garage qui l'a alerté à 4 heures du matin. C'est pas une alerte qu'il a alerté. Alors, c'est vrai. Alors, un des Il y avait outils. une alerte, mais il n'y a pas eu le système de SMS dont il dit Ah que oui. d'habitude il fonctionne. Alors, encore une fois, donc ça, c'est le rapport aussi du Sénat tout récemment qui vient d'être publié et qui
propose et qui demande en fait à renforcer ce dispositif d'alerte. Vigicru aujourd'hui, qui est l'outil qui permet d'alerter les habitants et les entreprises, il ne couvre que 75% des zones inondables en France. Donc il faut vraiment effectivement couvrir l'ensemble des zones exposées à ce risque. Et ensuite, évidemment, il va falloir se préparer aux crises, être très réactif, être résilient. Et une des préconisations qui sont faites dans ce rapport, c'est aussi de prévoir dans son habitation, dans son entreprise, des dispositifs qui permettent d'atténuer la hauteur d'eau. Des rigoles, Des bâtards d'eau, par exemple. Donc, ces espèces de barrages qu'on met devant la de porte. digues, quoi. De petites digues qu'on met devant la porte qui empêchent de l'eau de rentrer à la maison. Charlène Descolonges, est-ce qu'il y a des zones dont il va falloir partir, tout simplement? On pense évidemment au Pas-de-Calais. Il y a eu, après les terribles inondations du Pas-de-Calais, certains villages où ils ont estimé qu'il y avait des maisons qu'il allait tout simplement falloir abandonner et ne pas y retourner. Alors, c'est très dur à dire et le traumatisme psychologique est profond. Mais effectivement, dans des zones qui seront amenées à être de plus en plus inondées, il va falloir avoir un certain courage politique, local. Ce sont vraiment les élus locaux qui sont à la manœuvre, de dire, eh bien ici, on ne reconstruit plus. On ne reconstruit plus. Mais c'est aussi du ressort des assureurs et de la caisse de réassurance qui dit, eh bien, dans certains endroits, le directeur général dit, dans certains endroits, certaines zones ne seront plus ni habitables ni assurables en France. Ni habitable ni assurable. Le problème d'ailleurs des assurances, Serge en témoignait, il a perdu donc ses 2 ambulances sur 4. Il a donc que la moitié de son travail possible aujourd'hui. Il n'a toujours pas été remboursé par les assurances parce que ça n'est pas encore officiellement reconnu comme catastrophe naturelle. Est-ce que les assurances ne doivent pas s'adapter davantage? Alors, il y a 2 choses. C'est surtout les autorités qui doivent, par arrêté municipal et éventuellement ministériel, si le phénomène est d'une ampleur nationale, de dire: «C'est une catastrophe naturelle, donc ça relève du régime catastrophe naturelle», qui est, lui, sous l'égide de l'État. Et ensuite, il y a la lenteur administrative liée à l'expertise des assureurs. Et ça, c'est ce qui a été aussi pointé par le rapport du Sénat, de dire: il faut fluidifier, simplifier ces procédures pour que les habitants puissent rentrer chez eux et reconstruire plus comme Avec avant. un coût évidemment très élevé, à la fois pour les assurances et ensuite pour les assurés par ricochet, puisque c'est plus de 6 milliards d'euros de sinistres l'an dernier, dû aux tempêtes, aux inondations, au séisme. Et c'est donc plus 6% pour le coût des assurances cette année. Je me pose quand même une question, Charlène Descolonges, c'est qu'on vous a entendu, vous tous, hydrologues, nous alerter depuis des années sur le fait que ça allait être la sécheresse totale. D'ailleurs, le titre de votre dernier livre, c'est Agir pour l'eau. On a l'impression que c'est aussi pour tenter d'économiser l'eau. Et là, on arrive exactement à l'inverse. Est-ce que vous n'êtes pas planté quand même? Alors non, si vous lisez le livre, l'idée c'est de vraiment se préparer aux 2 extrêmes. À la fois les manques d'eau, mais aussi les inondations. Quand on habite à un endroit, le principe de cette responsabilité, c'est de s'intéresser à savoir à quel risque je suis exposée. Donc c'est ce que j'aborde aussi dans le livre. Mais effectivement, nous allons aussi devoir nous préparer au risque sécheresse. Et ça, c'est quelque chose qui a été peut-être un peu oublié en France. On l'a peut-être un peu sous-estimé, notamment par rapport aux maisons qui se fissurent, le retrait gonflement d'argile qui coûte extrêmement cher aussi aux sociétés d'assurance. Mais au-delà de ça, il va falloir aussi changer notre rapport à l'eau. Est-ce qu'on va construire toujours dans des zones inondables ou, encore une fois, choisir de se retirer? Est-ce qu'on va laisser la place aux rivières? Est-ce qu'il y aura aussi un impact sur les cultures? Est-ce qu'il y a certaines cultures auxquelles il faut renoncer? On a beaucoup parlé des cultures qui prenaient beaucoup d'eau, le maïs notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous n'êtes pas en train de faire la conclusion inverse? Oui, on va devoir diversifier en fait nos cultures. Il y en a beaucoup qui se tournent maintenant vers du soja, des protéagineux, d'autres cultures qui aussi rapportent, mais qui ne sont pas du maïs, qui demandent beaucoup d'eau à une période où on n'en a pas. Merci Charlène Descolonges d'être venue ce matin dans ce studio. Hydrologue, je rappelle le titre de votre dernier livre, Agir pour l'eau. C'est aux éditions Tana.